Émission du 23 octobre 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons une artiste, une activiste, une entrepreneure au parcours très inspirant, Miss Dupré-Latour. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Ouh, oui, on va ajouter ça. Ça va bien, mais tu as bien projeté, on a bien fait les tests de son au début. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, je porte une robe longue noire avec un veston, puis une coupe carrée de couleur honey. Puis mes pronoms sont elle, she and her. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+, là? Je pense que ça peut... Je fais partie de la communauté trans, donc je suis la... I'm the T on the LGBT. Ça veut tout dire. Ça veut dire juste le fait d'être moi, d'être assumé et d'être la personne que j'ai toujours voulu être. Et ça fait maintenant 6 ans que tu es au Québec. Si tu Oui. avais à faire un mini bilan là, de ton séjour jusqu'à maintenant, ça serait quoi? Parfait. Parfait. Je pense que quand je dis parfait, c'est tout simplement le fait que comme j'avais tellement rêvé d'être une personne libre, de vivre enfin ma vérité. Donc le but vraiment de ma venue ici, c'était d'être la personne que j'ai toujours voulu être. Donc ça, c'est check. Et je pense que les mots ne suffisent pas à décrire genre comme ce sentiment de liberté et d'être soi-même. C'est très beau à entendre. Merci. C'est rafraîchissant de savoir que ton arrivée a pu te permettre d'atteindre ce niveau d'épanouissement, j'ai envie de dire. Donc, on va poursuivre la discussion dans quelques instants et nous accueillons cette semaine une nouvelle humoriste à l'émission, Maxime-Ève Gagnon. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, donc mes pronoms, c'est elle. Puis pour ce qui est de physiquement, je me décrirais comme une belle figurante dans Le Seigneur des Anneaux. Ça dit tout, ça dit tout. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+? Oui, donc moi, ça veut dire partager en fait des défis, surtout partager les défis au quotidien, que ce soit face à de l'homophobie, de la transphobie qu'on peut vivre des fois, mais aussi par rapport à nos droits, par rapport à notre représentation dans le milieu du travail, dans le milieu public aussi. Donc pour moi, c'est surtout ça, ce partage de ces struggles. Et comment tu décrirais ton style d'humour? Mon style d'humour, je le décrirais un peu grinçant, un peu grinçant, dans le sens où est-ce que je me permets d'aller des fois un peu loin, puis j'aime ça. Avec le casting que j'ai d'une petite fille toute gentille, de pouvoir briser un peu le mur, j'aime ça. Puis un peu aussi de pouvoir tendre la main à des gens, des fois, qui auraient un problème avec soit l'identité de genre ou d'autres choses, puis de leur faire venir du bon côté. Bon, ben on va découvrir ça tantôt. Moi, c'est drôle, quand j'ai lu ta chronique, j'avais l'expression « rentre dedans ». Oui. Bon, fait que je trouve ça intéressant que tu trouves grinçant. Ça montre que c'est juste ce que tu as dit. Oui, voilà. Et en deuxième moitié d'émission, l'actrice Debbie Lynch White, qui était récemment sur la scène du Prospero pour le spectacle Surveillé et puni avec Safia Nolin, sera avec nous. Et en culture, Kamala Macrel vient nous parler de la rentrée littéraire 2024. Moi, c'est Kim Roy-Grenier, je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom il ou elle, accord au masculin ou féminin, au choix. Et ce soir, sur scène, je suis allé avec la température d'aujourd'hui, une petite chemise fleurie. J'étais en short aujourd'hui, mais là, j'ai troqué ça pour des pantalons parce que quand je vais rentrer en vélo, tantôt, il va faire fret. Et cette semaine, pas de vernis, mes ongles sont en jachère. Il faut leur permettre de renouveler un peu leur énergie. Nous sommes en direct du bar Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Alors, on accueille ce soir Miss Dupré, activiste afro-queer originaire d'Afrique de l'Ouest, artiste drague, animatrice du balado You Bet Her. Elle s'est également lancée en affaires avec sa marque de cosmétiques Dupré-Latour Cosmetics.
On va faire ensemble un survol de toutes ces facettes de son parcours, en parlant notamment d'intersectionnalité. Miss Dupré, rebonsoir. Rebonsoir, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir. Pareillement, c'est réciproque. Alors, quand tu es arrivé au Québec il y a 6 ans, on disait en début d'émission, tu as découvert l'art du drag. C'est ça. Donc, quand je suis venue, j'étais à Québec City, quand je venais d'arriver. Et je connaissais pas du tout c'est quoi l'art du drag. Je n'étais jamais allée encore dans un bar gay. Donc, la première chose que j'ai fait, une semaine après être venue, c'est Google, bar gay. Ça m'a sorti le drag À Québec. J'y suis allée, je suis venue en octobre, je suis venue le lendemain de mon anniversaire, donc le 9 octobre. Donc, Bonne fête en retard. merci. Je suis partie au drag cabaret et la première fois, genre comme je suis rentrée, il y avait un karaoké. Puis je pense que c'était aussi la période de l'Halloween. Donc l'Halloween qui fait pas partie des fêtes de ma culture d'origine. Donc j'ai vu Adriana sur scène ce jour-là, donc qui est une drag queen qui performait sur scène. C'était la première fois que je voyais une drag queen. Puis j'étais genre comme c'est une femme, c'est un homme, je sais pas. Mais je trouvais que j'aimais ça parce que j'aimais beaucoup tout ce qui est en rapport avec la danse, avec la musique, être sur scène. J'ai eu à le faire dans mon pays d'origine. Donc, c'est ça, genre, je l'ai découvert. Puis, ils avaient des programmes pour permettre aux personnes qui ne faisaient pas de drague ou qui voulaient vraiment comme tester la scène, de pouvoir le faire. Donc, c'était des mardis ou mercredis open pour les dragues. Et c'était la première fois que je montais sur scène. Et c'est une de mes amies, collègues, qui m'a vraiment poussé à le faire, qui me disait, qui voyait que j'avais quand même beaucoup de mal-être quand je venais d'arriver, parce que c'était comme déconstruire tout ce que j'ai toujours appris, c'est-à-dire que ce que je suis, ce que je représente, c'est quelque chose qui est négatif, qui n'est pas bon. Donc, ce qui fait que comme en venant ici, genre comme j'étais vraiment plus coincée, puis elle était genre comme, t'es plus en Afrique, genre lâche-toi, vas-y, essaie, c'est vraiment toi, fais-le. Je suis venue à Montréal, j'ai acheté mes premiers talons, j'ai acheté des outfits, je suis retournée à Québec, puis j'ai performé Dance for You de Beyoncé. Comment tu t'es sentie? Oh my God, iconique. Genre, je pense que c'était vraiment le fun parce que j'étais enfin moi-même sur scène. Puis, genre, comme je performais une de mes inspirations ever. Genre, comme quand on parlait tantôt de comment je me sens dans la communauté, c'est cette représentation. J'en ai pas eu. Beyoncé était comme ma représentation de femme noire, powerful, puis engagée envers sa communauté. Comment le fait d'intégrer les communautés LGBTQ+, est venu influencer ton parcours d'activiste? En fait, après avoir fait la drague, après côtoyer le monde LGBTQ au drague à Québec, j'ai rencontré une activiste qui est maintenant présidente de Gris Québec. Elle faisait partie de cette intersectionnalité. Elle était une femme noire lesbienne, donc Cam Esther. Et Cam Esther lançait sa première campagne qui s'appelait Loud and Proud de Québec. Donc, un de mes amis que j'avais rencontré au drag m'a dit, je pense que tu serais vraiment bonne à aller, c'est simple, tu vas juste parler de ton parcours, tu m'en parles vite fait, mais je trouve que c'est inspirant et que tu devrais le faire. Dans les écoles, ça? Non, au drag, au club, Okay. genre comme de temps en temps, quand on sortait dehors, on parlait un peu de nos vies, puis je disais que je venais d'arriver, puis j'expliquais un peu mon parcours, puis il m'a dit, vas-y, fais-le. Et là, j'ai rencontré Cam Esther qui m'a ajouté sur Facebook. On s'est vu pour un café, on a parlé, elle m'a vraiment parlé d'elle, de son travail en tant qu'activiste et militante, et elle m'a beaucoup inspirée parce que le moment où j'ai fait cette campagne-là, j'ai rencontré aussi plein de personnes qui avaient aussi beaucoup de choses à dire par rapport à leur identité ou par rapport aux personnes qu'ils sont. Puis ça a fait en sorte que ça m'a donné ce sentiment comme de s'assumer. J'étais genre comme, je m'assume, je parle de moi. Puis ça m'a énormément inspiré dans mon cheminement pour être l'activiste que je suis aujourd'hui. Alors, tout ça, ça se passait à Québec. À Québec. Et là, tu as déménagé à Montréal, éventuellement. Oui. Et tu as été exposé à encore plus de diversité qu'à Québec. Mais malgré ça, il restait un vide, notamment dans l'écosystème médiatique,
pas de représentation de femmes trans noires. Est-ce que c'est ça qui t'a un peu inspiré à occuper ce rôle-là? Non, je te dirais que c'est le COVID. Le COVID-19 a frappé au moment où, genre, comme je m'épanouissais. J'avais fait aussi le Pride, mon premier Pride en 2019, avant la COVID, que j'ai fait ici. À Montréal. À Montréal. Puis j'ai eu ce sentiment d'appartenance. Genre, c'est mon premier Pride. Puis j'ai vraiment pleuré parce que c'était tellement comme les deux extrémités. Je venais d'un pays où j'ai carrément fui pour trouver cette liberté. Puis je viens ici, puis je trouve que tout le monde célèbre le fait d'être différent, d'être différente. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Puis le COVID, quand c'est arrivé, je me suis dit, la vie est tellement imprévisible. Je suis là à me cacher et je voyais le potentiel. J'étais genre comme, je peux tellement être une voix pour plein de choses, pour moi-même, pour des personnes que j'ai laissées dans la communauté, qui sont restées chez moi et qui n'ont pas eu le choix de fake it, de faire genre comme s'ils étaient d'autres personnes pour rentrer dans la moule de la société. Puis j'étais genre comme, j'ai besoin d'être cette voix-là. Et c'est une des raisons aussi qui a fait que je me suis dit, j'ai fait mon coming out à toute ma famille. Qui est encore en Afrique? Qui est en Afrique. On est un peu dispersés. Ma mère, elle est en France à Courbevoie avec ma sœur. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, la vie est tellement imprévisible. Je suis là en train de vivre deux profils. Puis j'étais genre comme, il me faut passer par ça. Il faut que je m'assume. Il faut que je sois la personne il faut que je sois moi. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, je ne veux pas attendre jusqu'à avoir 40 ans, 30 ans, 50 ans, puis vivre de regrets. Puis je ne veux pas en vouloir aussi à ma famille pour dire que comme, oh, c'est à cause d'eux que je n'ai pas fait ci, que je n'ai pas fait ça. Ma vie m'appartient, il faut que je le prenne en main. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à ouvrir mes réseaux sociaux. J'ai fait mon coming out. J'ai commencé un peu à me maquiller, à faire des lives avec des personnes que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai eu la décision de venir à Montréal parce que oui, j'étais venue à Montréal, puis je voyais qu'il y avait tellement une diversité. Les personnes étaient plus accessibles par rapport à Québec. Québec, les gens étaient plus en clic, étaient plus entre eux. Donc, il n'y avait pas comme cette opportunité d'aller, de rentrer, puis de se faire des amis vraiment. Et je suis venue ici à Montréal, j'ai déménagé. Et c'est la raison pour laquelle, quand je suis venue à Montréal, j'ai rencontré cette belle communauté LGBTQ, le village. Je l'appelle la maison mère, parce que je trouvais que je me retrouvais tellement ici. Tout le monde était différent et tout le monde revendiquait sa différence. Genre, je me rappelais, en été, j'étais juste posée sur une terrasse. On dirait que j'avais un runway RuPaul, littéralement. Puis j'adorais ça. Puis j'ai rencontré la première communauté qui est les hommes gays d'ici, puis qui m'ont tellement porté. Le nombre de fois qu'ils m'ont dit « Girl, you look stunning », bah, je l'ai cru, je le crois maintenant. Ils m'ont tellement donné comme cette confiance en soi. Ils me répétaient « Oh my God, t'es iconique, t'es belle et tout ». Puis j'étais genre comme « OK, let's do iconic shit ». Pourquoi pas? Ben oui, c'est pour ça que tu es là. Tu as parlé de maquillage. Tu es à la tête, en fond, de ta propre compagnie, du Prélato Cosmetics. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce défi entrepreneurial? En fait, le maquillage fait partie d'une de mes passions. Genre, j'adore le maquillage. Pendant la COVID, genre, c'était comme thérapeutique. Je restais 5 heures, 6 heures à me maquiller devant mon miroir, à essayer des choses, à regarder des tutoriels et tout cela. Donc, quand je suis venue ici, je me suis fait des copines, puis j'ai commencé aussi la drague au Mado. Donc, j'ai fait le concours Drague en moi. Oui. Puis, j'ai rencontré des belles femmes alliées de la communauté LGBTQ, avec qui j'étais tout le temps avec elles. Puis, il y avait une source, il y avait la compagnie F qui recrutait des femmes entrepreneurs qui voulaient démarrer leur business. Donc, elle m'en a parlé, elle m'a dit « Oh, Miss Dupré, je pense que tu devrais vraiment te lancer, faire quelque chose, créer une entreprise parce que c'est vraiment une belle opportunité pour intégrer cette cohorte. » Puis j'étais genre comme « Oh, oui, pourquoi pas ?» Puis je me suis posé la question « Qu'est-ce que je peux faire comme entreprise ?» Puis je me suis rappelé que RuPaul disait « You don't need to reinvent the wheel. What you're good at, take it and apply it to every aspect in your life. » J'étais genre, OK,
J'adore le maquillage. Donc, ce sera le maquillage. C'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que je peux en parler. Les défis, je les connais. C'est-à-dire qu'en tant que femme noire, avant 2017, Fenty de Rihanna, qui a révolutionné le monde maquillage, bah, il n'y avait pas des couleurs de ma peau parce que je suis une femme noire. J'ai quand même une carnation très foncée. Puis, j'étais genre comme, OK, c'est quoi ma cible? Bah, c'est la communauté noire. Puis, quoi d'autre? Bah, moi, en tant que femme trans, je pense que c'est un statement, mais aussi, en plus de cela, je voulais des produits par nous, pour nous, qui répondent aux exigences des personnes noires, qui met en avant la communauté LGBTQ, mais aussi qui fait en sorte que l'art de la drague que je fais, que les personnes puissent utiliser mes produits. Moi, genre, comme, mon problème, c'était qu'à chaque fois que je faisais des gros contouring, même avec Fenty, ben, comme vous me voyez là, je suis avec un éventail parce que j'ai tout le temps chaud. J'ai tout le temps chaud. Puis genre, comme je suyais, à la fin à la fin D'un spectacle, d'un d'un spectacle, numéro. ben, j'avais plus de contouring, j'avais juste que des eyeshadows qui popaient. Oui, là, Puis c'était pas beau ça à marchait voir. pas, là. So, j'ai décidé de faire comme des produits que les personnes cis pourraient utiliser. J'ai fait des produits qui étaient vraiment comme couvrantes, mais qui restaient. Peu importe que tu sautes, que tu fais des splits partout, c'est un contouring qui va demeurer sur ton visage pendant 12 heures. Donc, c'est vraiment, j'ai pris beaucoup d'aspects de ce que je veux, ce qui me manque dans le maquillage, ce que les autres personnes issues de ma communauté ont de besoin, puis ma mission qui est tout simplement la représentation de cette intersectionnalité qu'on ne parle pas beaucoup, parce que comme je l'ai dit, moi, j'avais jamais rencontré de femme trans. La première femme trans que j'ai rencontrée, c'est Gabrielle Marion. Du hasard, j'avais un de mes amis gays que je fréquentais. Quand je venais d'arriver à Montréal, on était full tout le temps ensemble. Puis il y avait Gabrielle Marion qui venait tout le temps chez moi avec nos amis en commun. Puis là, on s'est présenté et tout. Puis je suis partie checker ses réseaux sociaux. Puis genre comme, elle m'a inspirée. Je suis genre comme, oh my God, wow, work. Mais c'est ça, tu as dit, c'est un statement tantôt, le maquillage, entre autres pour les personnes trans. Oui. De quelle manière c'est un statement pour toi? Parce que je dis tout le temps que le maquillage, c'est pas juste se maquiller pour être belle, c'est une arme. Quand je dis que c'est une arme, c'est cette confiance en soi. C'est l'expression personnelle, c'est l'expression artistique qui découle. C'est aussi l'impact de la santé mentale sur le maquillage. C'est des trucs qu'on n'aborde pas beaucoup, mais les techniques de féminisation du visage, comment est-ce que, en tant que personne noire, genre, comme quelles sont les couleurs qui me mettent en valeur à mon visage. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que, comme, en tant que femme trans, on a besoin de cette confiance en soi-là pour ne pas avoir à sentir la dysphorie. Et puis, le maquillage aide énormément à combattre cette dysphorie que peuvent subir les femmes trans. Là, tu as découvert le maquillage dans la pandémie, puis là, quelques années plus tard, tu lances ta propre marque, mais tu n'as pas fait d'études en maquillage, chimie et tout ça. Comment tu en es arrivé à développer ta gamme de produits? Donc, je te dirais que je ne l'ai pas découvert pendant la COVID. Je l'ai découvert au Maroc parce que je vivais au Maroc pendant 4 ans avant de venir ici. Puis, il y avait les techniques de contouring qui sont sorties. Puis, de chez moi, j'avais des copines jumelles qui aimaient tellement la mode, qui aimaient tellement le maquillage, qui m'inspiraient énormément beaucoup. Puis, elles ont ouvert un salon où elles ont commencé les techniques de contouring. Moi, je suis partie acheter tous les produits. J'ai commencé à regarder YouTube, puis j'ai commencé à maquiller mes copines. J'étais genre comme, viens, je te prépare du riz, puis je te fais du maquillage. Un petit combo comme ça. C'est ça, puis je le faisais vraiment pour essayer des techniques sur elles, essayer aussi du maquillage sur moi. Et quand je suis venue ici, j'ai rencontré Emily Klepper, je ne l'ai pas noté tantôt. La première semaine que je suis sortie, Emily Klepper, c'est une chanteuse québécoise que j'ai rencontrée, qui était assise au bar, qui m'a un peu poussée sans faire exprès, puis qui s'est excusée. Puis elle, on a commencé à jaser, puis je lui disais, ça fait 1 semaine que je suis là, puis elle capotait, je lui racontais un peu, puis je lui disais que j'adorais le maquillage. Et elle cherchait une personne pour la maquiller, pour ses shows, pour ses entrevues et tout. On a fait un test, elle a aimé ça, puis j'ai commencé à la maquiller. Donc ça, c'était avant que je vienne ici. Puis cette compagnie F dont je parle, ça m'a beaucoup aidé parce que je ne savais pas où commencer. Et par la suite, j'ai fait le concours pour rentrer à l'École des entrepreneurs du Québec.
Et là, j'avais une bourse de travailleur autonome. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a ouvert comme un carnet d'adresses. Ça m'a ouvert des personnes peut-être qui connaissaient d'autres personnes, des chimistes, des femmes chimistes et tout. Donc, c'est vraiment comme du bouche à oreille. Ça s'est fait graduellement, Ça dans le s'est fait fond. graduellement. J'ai commencé un peu à appeler des laboratoires ici, mais qui faisaient beaucoup de crèmes, de peau, de trucs. So, j'ai dû aller à Toronto pour vraiment trouver les matières premières, pour trouver comme des personnes qui allaient m'aider à tout simplement mettre en place ces produits-là. Un véritable parcours entrepreneurial. La semaine dernière, on a reçu à l'émission la directrice générale et la responsable des communications du festival Massimadi, festival de cinéma et d'art afro-queer, qui commence aujourd'hui d'ailleurs. Elle nous mentionnait que c'est loin d'être toujours évident de conjuguer identité afro et queer. Toi, comment tu le vis au quotidien? En fait, la phrase que j'ai dit, c'est que la phrase que je disais pour faire cette transition, c'est que moi, j'ai jamais connu le racisme, j'ai jamais connu tout simplement des problèmes par rapport à ma communauté. Tout ce que j'ai toujours eu à vivre, c'est l'homophobie, la transphobie et tout. Puis je disais, every finish line is the race of a new beginning. Ça veut dire que ici, quand je suis arrivée, on parlait tout à l'heure de représentation, je ne voyais pas de personnes noires au devant de la scène, de femmes trans noires au devant de la scène. Puis, je me suis rendu compte tout simplement que dans cette intersectionnalité où je me situais, j'avais comme deux combats qui se faisaient en même temps. Le combat, c'était que, en tant que personne noire, ils ne prennent pas en considération la communauté LGBT. Donc, c'est-à-dire que du fait de ton orientation sexuelle, tu es comme un peu sorti de cette communauté-là. Et quand je suis dans la communauté LGBT, je sens qu'il y a il y a cet éloignement-là dû au fait de ma couleur de peau. Donc, ce qui fait que c'est comme si tu avais un choix à faire entre soit ton identité sexuelle ou toi, ton identité personnelle ou ton orientation sexuelle. Et la chose que je disais, c'est qu'à la fin de la journée, la chose qu'on voit, la première, c'est que je suis une personne noire. Puis j'ai vraiment ça a vraiment pris du temps et ça a vraiment pris beaucoup d'efforts à aller vers ma communauté noire. Pourquoi? Parce que je pense que je leur en voulais énormément par rapport à tout ce qui m'est arrivé dans la vie, par rapport à tout ce que j'ai dû endurer. Puis j'avais besoin, je pense, de ce moment de heal, de guérir. Et d'une fois quand je l'ai fait, j'ai commencé à aller plus vers cette communauté-là, à installer cette discussion. Parce qu'en tant que militante et activiste, on n'a pas toujours on a des fois des discussions qui ne sont pas toujours positives, qui sont pas toujours qui sont mal à l'aise, mais c'est des discussions qu'on doit avoir pour avancer les choses. Puis je trouvais que comme dans ma communauté LGBTQ, je valsais tranquillement, c'était vraiment le fun. C'est des personnes qui m'appréciaient puis qui m'aimaient à ma juste valeur, des personnes dont je m'entourais. Mais c'est vraiment quand je suis allée à l'aspect entrepreneurial que j'ai vraiment vu comme ce décalage entre ma personne en tant que personne noire et mon identité en tant que femme trans. Et est-ce que tu as d'autres idées, d'autres projets pour répondre à ce besoin d'espace intersectionnel? Oui. Donc, je veux créer une OBNL par la suite. Donc, ça, c'est mon but. C'est vraiment que, malheureusement, il y a des bons organismes qui sont là, mais quand je venais d'arriver, ils n'étaient pas comme au courant des réalités ou ils n'avaient pas comme des projets ou des actions qui cernaient vraiment mes besoins. Oui, spécifiquement dédié. Exactement. Oui. Donc, j'ai vraiment galéré pour trouver ma voie, pour m'en sortir et tout. Et des fois, ce n'était pas tout le temps évident. Mais c'est vraiment de trouver, d'avoir un organisme qui est vraiment ciblé envers ces personnes-là, puis qui fait en sorte que c'est des besoins qui vont répondre à eux qui seront mis en place. Donc ça, c'est vraiment un des projets que je veux faire à l'avenir pour tout simplement faire en sorte que les nouvelles personnes qui arrivent ou les personnes qui sont là et qui le vivent, c'est pas toujours évident de sortir devant, de prendre le micro, parce que la vie est déjà très compliquée. On a tous nos défis dans la vie. Puis des fois, comme c'est trop
d'avoir ces problèmes de vie-là, puis d'être activiste en même temps. Donc, ce qui fait que ce que je veux vraiment faire, c'est vraiment faire en sorte qu'il y a un espace pour des personnes comme moi. Puis je le vois sur mes réseaux sociaux, des personnes de back home ou des personnes qui sont ici. L'année dernière, pendant la fierté, il y a une adolescente noire qui est venue, qui m'a dit Miss Dupré, tu sais, je te suis depuis 2 ans, puis tu es une inspiration, puis tu es la personne qui a fait que j'ai commencé à prendre mes hormones cette année. So, ce qui fait que... Comment t'as reçu ça? Oh my God, genre, j'ai fait une story sur mes réseaux sociaux. C'est genre, oh my God. Côté entrepreneur. C'est ça, parce que c'était vraiment ce que je veux faire. C'est vraiment comme, je veux mettre en avant le fait de s'assumer, le fait d'avoir confiance en soi, le fait de se dire que oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Que j'ai envie que les personnes noires issues de cette communauté-là puissent se dire comme, she's doing it. Donc, on peut le faire, ça peut se faire. Et c'est vraiment c'est vraiment cette image, c'est vraiment ça que je veux mettre en avant sur mes réseaux sociaux, sur tout ce que je fais, pour faire en sorte que la communauté que je représente puisse se lever, puis puisse prendre ce qui leur appartient. Et où est-ce qu'on peut te voir ou te retrouver prochainement? Est-ce qu'il y a des événements où tu seras, où tu vas participer? Oui, le 2 et le 3 novembre, je fais une vente privée pour Dupré Latour Cosmétique. Donc, pour les personnes qui veulent venir, c'est vraiment sur mes réseaux sociaux, Miss Dupré. Il y a un formulaire à remplir pour avoir les renseignements. Donc, vous allez pouvoir voir les produits, essayer les produits, puis en même temps avoir un bon cocktail inspiré des pays africains avec des bouchées. Puis je fais aussi un drag brunch que je fais le 8 ou le 14 novembre. Toutes les informations aussi sont sur mes réseaux sociaux. C'est le point central d'information. Exactement. Miss Dupré-Latour, merci beaucoup de ton témoignage. Et puis, c'est franchement inspirant et je suis très content de savoir que ta venue ici t'a permis de t'épanouir autant. Merci à toi. Merci. Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. C'était le gala de la Fondation Émergence la semaine dernière. Plusieurs prix ont été remis pour souligner l'engagement de diverses personnes et organisations qui ont travaillé pour les droits LGBTQ+. Parmi les récipiendaires, le Musée de la civilisation de Québec pour son exposition unique en son genre, ainsi que la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles. La liste complète des personnes gagnantes est sur le site Internet de la Fondation Émergence. Le Nouveau-Brunswick a une nouvelle première ministre. La libérale Susan Holt succède au progressiste conservateur Blaine Higgs, qui avait été critiqué pour sa gestion de la politique 713. Il avait apporté des changements pour obliger les élèves de moins de 16 ans à obtenir le consentement de leurs parents pour utiliser un prénom ou un pronom de leur choix à l'école. Blaine Higgs n'a pas été réélu dans sa circonscription. Aux États-Unis, l'administration de Joe Biden a annoncé cette semaine l'élargissement de la couverture santé pour la PrEP sous forme d'injection. En ce moment, plusieurs programmes d'assurance acceptent seulement de rembourser la PrEP sous forme de comprimés oraux. Au Canada, la PrEP injectable est approuvée depuis le printemps dernier, mais elle n'apparaît pas encore dans la plus récente liste des médicaments couverts par la RAMQ, publiée le mois dernier. On accueille cette semaine une nouvelle humoriste à l'émission. Ça nous fait vraiment plaisir d'entendre de nouvelles voix. Alors, je souhaite la bienvenue à Maxime-Ève Gagnon. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que... Oh oui, on l'a déjà fait, ça, la description physique. Je voulais te demander d'abord, qu'est-ce qui t'a amené vers l'humour? Un rêve d'enfance. En fait, j'ai toujours adoré l'humour. Depuis que je suis toute jeune, j'écoute tous les galas, tout ce qui se trouve sur Internet. Mais la gêne m'a empêché de le faire. Puis un jour, pendant que j'étais à Montréal, puis j'étais dépressif, je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais l'essayer. Puis la piqûre donnée, puis j'ai fait, je suis pas gêné. Finalement, je suis capable de parler devant un micro, ça me gêne même pas, fait que j'ai pas arrêté depuis.
Ça s'est passé où, ces premiers pas-là? Les premiers pas, c'était au Bistrot Mousse Café Feu, qui est la brassée maintenant, qui était Sur sur la Beaubien. rue Haute? Pas Ah non, loin, Beaubien, L'Angelier, je Ma crois. brasserie, oui, le Ma petit brasserie. café. Je me mélange Oui. avec ma brasserie. Non, Oui, autre chose. ça montre qu'est-ce que je préfère entre la bière et le café. Tu nous disais donc en tour de table d'ouverture que ton style d'humour est un peu grinçant. Est-ce que ça a pris du temps avant de trouver ton style d'humour? Quand même, oui, c'est venu avec ma transition, en fait, surtout. Parce qu'avant, je faisais ce qu'on appelle des liners. Fait que c'est juste une ligne, un punch, puis ça finit là. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien qui est parlé. Puis avec ma transition, vu que j'étais plus authentique envers moi-même, j'ai pu être plus authentique dans mes textes et parler de moi en tant que tel, de moi, ce que je vis. Fait que oui, ça a été un petit peu dur, mais avec la transition, après ça, c'est devenu comme si de rien n'était pour le reste. On parlait de moi et ça. Est-ce que tes sources d'inspiration, c'est ton vécu beaucoup? C'est souvent mon vécu, ça part de moi, qu'est-ce que moi je pense ou qu'est-ce que je vis ou ma réalité aussi, que ça peut être avec ma transition, ma sexualité, mes origines, des choses comme ça. Alors ce soir, tu nous parles de... Ce soir, je vous parle du mois de novembre Qui s'en vient, qui s'en vient, juste après l'Halloween. juste après l'Halloween. Halloween, étape importante du mois d'octobre. Alors, bien, on t'écoute, Maxime. Merci beaucoup. Dans un premier temps, bonjour le monde de tout podcast, le public et la personne qui traduit mes mots en gestes. Vive l'inclusion avec les langues. Et swing la bacaise dans le fond de la boîte à bois. Je vais être honnête, je m'attendais à plus de swing. Swing la bacaise. Merci. Merci, Daphné. C'est ça, je voulais vraiment voir les swings. On m'a dit qu'il y avait ça, je me suis dit, il faut que j'essaye quelque chose. Je me présente aussi, comme je suis une nouvelle ici, donc mon nom, Maxime-Ève Gagnon, humoriste à ses temps, conférencière en d'autres temps, et employé de 9 à 5 pour les temps de mon employeur. Je suis une femme trans, lesbienne, asexuelle et queer. Puis c'est pas parce que je pensais que les lettres LGBTQ, c'était comme les Pokémon, puis il fallait que je les attrape. Ça a vraiment juste à donner comme ça. Puis aujourd'hui, je suis pas venu vous parler de moi pour une des rares fois. Ça m'aurait fait vraiment plaisir, mais j'ai venu vous parler d'actualité. Donc, on approche l'Halloween bientôt, ça va même se terminer. Normalement, les gens s'attendent à Noël, mais avant ça, il y a une étape très importante. Il y a le mois de novembre, qui est très important. C'est ça, le mois de novembre, le mois gris, le mois de la déprime, le mois qui nous rappelle que février, c'est pas si pire que ça, finalement. Novembre, ce mois qui nous rappelle le chiffre 9 en latin, mais qu'au final est le 11e mois, parce que Jules et Auguste, c'est les petits fuckers. Novembre, ce mois qui nous rappelle que l'automne est plus qu'entamé, mais surtout que l'hiver est plus qu'à nos portes. Et dans nos couvertures, à nous faire geler les pieds. Le mois qu'on se rappelle qu'on aurait donc dû changer nos paiements d'Hydro-Québec pour des paiements égaux, parce que qu'est-ce que ça va nous coûter cher d'électricité dans nos petits 4,5 mal chauffés. Le mois où on voit pour une dernière fois les belles couleurs des feuilles avant qu'ils ne tombent au sol, mélangées entre la neige et les déchets éparpillés dans nos rues de Montréal, parce que la gestion des déchets, ce n'est pas notre force. Des fois, je me dis que c'est volontaire, cette mauvaise gestion des déchets, que c'est un coup des écureuils qui veulent mieux fouiller dedans. Novembre, ce mois où on se ment sans gêne, où on se dit « Hey, ça serait une bonne occasion pour aller acheter les cadeaux de Noël pour ne pas être dans le rush », mais qu'on ne le fera pas. Mais comme on dit, c'est l'intention qui compte. Le mois où on ressort nos manteaux d'hiver et on retrouve des reliques de l'an passé. Un billet de 5 $, un vieux ticket d'autobus, une facture d'un resto qu'on est allé avec une date qu'on a ghosté depuis. Le mois où le froid s'installe, on se met à faire du thé à profusion, se recoqueviller dans une jetée qu'on n'a pas lavée depuis l'été. Le mois où la soupe perdure depuis octobre, pour se protéger d'un nez qui coule, mais surtout pour se soigner d'un rhume. On se fait une belle soupe au poulet nouilles pour ça. Et par belle soupe, j'entends on déchire un sac de soupe en poudre qu'on a depuis l'an 1 de la pandémie. La soupe poulet nouilles, quand même, meilleure chose pour oublier le froid et la déprime, le remède parfait pour se remettre sur le piton. Des fois, je me dis que si Dédé Fortin se serait ouvert un sac de soupe Lipton au lieu de s'ouvrir à nous, il serait encore là aujourd'hui. On n'aurait peut-être pas eu l'album Dehors Novembre, mais au moins, on aurait encore eu plus d'anecdotes sur sa rue principale. Une bonne soupe, ça peut tout régler. Rhume, dépression saisonnière, la faim dans le monde. Ma mère me disait, si tout le monde aurait un bol de soupe par jour, le monde irait mieux. Mais c'est ça le problème avec le monde. Ils n'en veulent pas de la soupe. Quand ils prennent une table d'hôtes, ils veulent le dessert trop sucré qui crée des caries. Avec une soupe par jour, novembre deviendra un mois beaucoup plus tolérable. La petite neige qui tombe nous rendrait heureux, autant que la première plaque de glace qui fait glisser le marcheur qui n'a pas encore remisé ses Converse.
Mais d'ici là, on doit se contenter d'un novembre gris, d'un novembre qui nous rappelle qu'on est en retard pour notre rendez-vous de changement de pneus, puis que les garages sont saturés jusqu'à Noël. Mais heureusement, les soldes fictifs du Black Friday sont là pour nous rappeler que le pire est à venir, avec les décorations de Noël partout, puis le son de Mariah Carey qui sort dans nos speakers des centres d'achat. Qui a hâte à Mariah Carey? Oh, qui a hâte à Mariah Carey? Il y a des fans dans la salle. Oh, il y en a qui ne sont pas fans du tout. Donc, est-ce que j'en comprends que tu ne feras pas ton magasinage en novembre? Du tout. Non. C'est très assumé. Très assumé. Donc, tu ne te mens pas à toi-même, c'est bien. Pas du tout. Et je rappelle, merci Maxime, je rappelle que si jamais à la maison, oui, on peut applaudir. Je rappelle que si jamais à la maison, vous ressentez de la détresse, il y a toujours Interligne qui est là pour vous écouter. Un seul numéro pour les appeler ou les texter, 1-888-505-1010. Je les ai déjà appelés à quelques reprises, ça fait du bien. Je vous invite à faire appel à leur service. Et puis, donc, on va faire une courte pause musicale, le temps d'un petit jeu de chaises musicales pour accueillir nos prochains invités. Et on vous revient tout de suite. La chaise musicale s'étire. Déby, je t'invite à venir sur scène pour installer Kama, mais ça va, j'ai un petit message à faire avant qu'on passe à nos prochains invités. Petite question pour vous. Qu'est-ce que l'identité de genre a à voir avec le prix de l'essence? J'en ai aucune idée. Mais c'est le titre d'une conférence organisée par Transestrie. Ça se passe jeudi, le 24 octobre, à Sherbrooke. C'est possible d'y participer en ligne également. Ce sera sur Zoom. C'est donné par Cyril-Gabriel Beauchesne-Lévesque, qui va retracer la saga du comité de sages de la CAQ et revisiter le fil des événements qui ont nourri les discours contre les personnes trans et non-binaires. L'information est sur leur site Internet transestrie.org. Si vous avez d'autres suggestions d'événements que vous aimeriez partager à l'émission, écrivez-nous info@commercialtouste.com. Ça va me faire plaisir de le partager en ondes. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à notre infolettre. Le formulaire est dans le bas de toutes nos pages Internet et il y a parfois des surprises. La semaine dernière, par exemple, on avait un concours pour remporter 2 billets pour le cabaret Massimadi qui aura lieu en fin de semaine au Livard. Félicitations aux gagnants, Samuel Vaudry-Lelièvre. Et d'ailleurs, ça commence ce soir, le festival Massimadi, et ça se poursuit jusqu'à dimanche. Donc, bon party tout le monde. Puis je dis ça de même. On a un autre concours cette semaine. Alors, si vous nous écoutez en direct, allez vous inscrire maintenant, touste.com. Et puis, si vous nous écoutez en différé, bien, allez le faire quand même, parce que ce serait plate que l'expression « jamais 2 sans 3 » s'applique, puis que vous manquiez le prochain concours. Alors, touste.com, le formulaire dans le bas de chacune des pages. Notre prochaine invitée est animatrice télé, chanteuse, autrice et surtout actrice. Debbie Lynch White était de la distribution du film Nos Belles-Sœurs qui est sorti en salle cet été. Sur scène, sa performance solo dans le spectacle Tremblement à l'Espace Go l'an dernier a été saluée par la critique, tout comme sa performance aux côtés de Safia Nolin dans Surveillé et puni le mois dernier au théâtre Prospero. Bienvenue, Debbie. Merci. On est vraiment content de te recevoir à l'émission. Très heureuse aussi d'être là. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Mes pronoms sont elle, she. Je suis grande, grosse. J'ai toujours dit que j'avais de la souche de viking.
J'ai même sauté une année quand j'étais enfant parce que j'étais un géant, là. Aussi parce que j'étais un génie. Mais non, c'est vrai. Mais ouais, je suis grande, grosse. En ce moment, j'ai les joues très rouges parce que j'ai très chaud puis j'ai bu un petit gin. Ça va pas aider parce qu'il y a plein de spots sur toi en Ah non, plus. non, mais là, je l'ai assumé. Je suis comme, regarde, je vais être mauve ce soir, ça va être ça. Bon, puis là, sur scène, c'est-tu un petit verre d'eau ou un autre petit gin? Oui, ça? là, je me prends. Mon Dieu, c'est un très gros gin, oui. Oui, c'est ça. Non, un petit break d'eau, là. Un petit break d'eau, ouais. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+. Ah, mon Dieu. Beaucoup, beaucoup de choses. On pourrait faire l'émission là-dessus. Mais je vais dire une grande fierté. Pour moi, je trouve ça me donne beaucoup de pouvoir. Ça m'a donné des réponses. Puis c'est quelque chose que j'embrasse beaucoup dans toutes les sphères de ma vie. Je ne veux pas me cacher. Je me sens un peu la responsabilité aussi d'être visible pour toutes les personnes qui l'ont pas été dans leur vie et qui en ont souffert. Fait que j'utilise beaucoup ma tribune pour essayer de faire avancer les choses, essayer de créer des réflexions, des conversations, puis atténuer l'ignorance, qui est souvent ce qui nous sépare, en fait. Fait que, ouais, j'ai un côté très militant dans mon rapport à la communauté aussi. Ça revient souvent, ça, dans les réponses à cette question, créer des modèles, ou en fait, avoir manqué de modèles aussi, tu sais. Ms. Dupré en parlait également, là, de l'importance d'en avoir des modèles. Oui, puis tu sais, je veux dire, moi, je sais l'importance que mes modèles ont eu sur moi. Fait que je me dis, hey, tu sais, la première fois que je suis allée dans un gala avec mon ex, les deux, on était très conscients. Je lui disais, tu sais, la petite fille de 12 ans chez le dentiste à Sorel, là, si elle nous voit dans le séjour sur le tapis rouge, ça va peut-être changer sa vie. T'sais. Comme quand moi, j'ai vu Ariane Moffat, mettons. T'sais. Fait que je suis comme... J'embrasse vraiment ce côté-là, puis j'espère que ça va aider des gens. Quand on regarde ton parcours, on voit rapidement que tu as tracé ton chemin à ta façon. Tu es la première personne de ta famille à être artiste. Oui. Tu te retrouves pas du tout dans la monogamie. Non. Qui est bref, le modèle traditionnel. C'est fluide, là. Ah, c'est fluide? C'est fluide, Oh! on pourra en parler, mais je suis pas contre. OK. Mais je veux savoir que l'espace pour le dialogue et l'ouverture est là. OK. Mais on peut être monogame un petit bout, là. J'ai cette capacité-là. J'ai cette capacité-là. Oui, bien en fait, mais c'est que moi-même, en tout cas, c'est en mouvement, hein, tout ça. Fait que toi-même, plus tu vieillis, puis au fil des rencontres, puis de ce que tu as envie, de tout ça, ça évolue, bref. Est-ce que tu te souviens ça remonte à quand, ton désir de justement pas fitter dans le moule? Eh mon Dieu, ce fameux moule. Ouais. Je me rends compte, en fait, tu sais, là, j'ai 38 ans, puis je me rends compte, plus je vieillis, plus c'est après le moule que j'en ai. Je pense. Parce que j'ai jamais fité dedans. T'sais, mon corps n'a jamais fité dedans. Ce que je fais dans la vie est atypique. T'sais, j'ai des horaires par rapport. J'ai une réalité qui vient avec ma job qui est différente. Relationnellement parlant aussi, j'ai beaucoup questionné la monogamie. Je veux dire, je réfléchis même à avoir une famille. Je me dis... Si j'ai une famille un jour, je veux que ça soit peut-être en coparentalité ou, je veux qu'on crée notre modèle. Ça m'inspire beaucoup plus, savoir que j'ai la liberté, puis prendre la liberté de faire les choses comme j'ai envie. Mais, je pense que ça remonte à depuis que je suis jeune, là, on m'a toujours fait sentir que je ne fitais pas dedans, Mais tu disais, maintenant, j'en veux après le moule. Est-ce qu'avant, il y avait comme... T'en voulais d'autres personnes ou d'autres choses? Ou c'est... Non, je pense que je le tournais beaucoup contre moi. Ah, OK. Je me disais que c'était moi qui étais bizarre de ne pas vouloir ces affaires-là. Ou de pas... Même par rapport à l'orientation sexuelle aussi, là, j'ai fait mon coming out sur le tort. Je pense que j'ai cherché à fitter dans le moule aussi à plein de moments dans ma vie, dans ma jeune vingtaine, à faire... Puis, je veux dire, tu fais qu'est-ce que les gens t'ont appris à faire, puis ça prend du temps à déconstruire tout ça, tu sais. Puis j'en ai encore à déconstruire, mais tu sais, je me rappelle une fois à l'université, avant d'aller en théâtre, j'ai étudié en histoire de l'art à l'Université de Montréal, puis j'avais genre 19 ans, puis je me rappelle, là, toutes les filles dans la classe à côté de moi, là, je les entendais parler un moment donné,
Puis ils étaient tous comme, eh ben là, je vais finir mon bac vers 23 ans, puis là, ben mon chum puis moi, on va se trouver une maison, puis on va se marier, puis on va avoir un chien, puis on va peut-être parler d'un bébé, puis tout ça. Puis c'est comme si elles envisageaient toutes le même chemin. Puis je me rappelle de ce moment-là, là, où est-ce que moi, je les écoutais, puis j'étais comme, oh my God, c'est terrifiant. Puis j'étais comme... tu sais, puis je veux dire, ce chemin-là, ces choses-là conviennent à plein de gens, là. Tu sais, je veux dire, j'ai aucun problème avec ça, mais j'aimais pas sentir que c'était... qu'il y avait un chemin pour tout le monde, tu sais. Ça m'a toujours vraiment gossé. Fait que, très vite, tu sais, moi, j'ai pas été en couple toute ma vingtaine à cause de ça, parce que j'étais comme... Fuck you! J'aurais pas de liberté! J'haïs tout ça! Tu sais, parce que je trouvais pas ça inspirant. Puis c'est en vieillissant que j'ai fait « Ah, OK, je peux l'être à ma manière. Je peux l'être, tu sais, avec quelqu'un qui va aussi abonder dans ce sens-là. » là. Mais justement, dans ta série documentaire Amour libre, sortie l'année dernière, tu montres plein d'autres possibilités en couple que le modèle monogame à deux. Qu'est-ce qui anime cette quête que tu as là, de partager d'autres perspectives au grand public? C'est-tu parce que, justement, tu repenses à ces personnes de l'université, tu dis, oh, faut que je leur montre le chemin. Oui, comment ils vont? Non, je te dirais que c'est très simple et très, très intense en même temps, mais que les gens soient heureux. Tu sais, je suis très sensible au malheur des gens, puis tu sais, je suis très sensible à ce que les gens disent puis à ce qu'ils disent pas, tu sais, au sous-texte, au non-dit, au non-verbal. Tu sais, je veux dire, j'en ai vu, là, tu sais, j'ai passé ma vie à consoler des amis qui s'étaient fait tromper, tu sais. Pour moi, la monogamie a jamais eu des super statistiques, mettons. Fait que... Puis encore une fois, je serais capable de l'être. C'est ça qui est étonnant. Tu sais, cordonnier mal chaussé. Mais c'est... Ce que je voulais faire avec ce documentaire-là, c'était d'ouvrir cette conversation-là. Parce que à force d'entendre des amis, j'étais aussi... Je portais plainte de leurs secrets. Puis j'étais témoin là, des gens qui n'écoutent pas leurs envies, qui n'écoutent pas leurs besoins, mais parce que ben, c'est de même, puis c'est de même. Puis, comme le couple, c'est ça. Puis j'étais comme, mais non, mais t'es fucking malheureuse. Comme, c'est pas vrai là, que c'est juste ça, puis tu l'acceptes, puis c'est ça la vie. Là. Moi, je suis comme, non. Fait que je voulais... Tu sais, quand j'ai fait mon pitch aux productrices, j'ai fait comme, je veux que les couples, les gens en relation, s'assoient ensemble, s'ouvrent une bouteille de vin et ouvrent la discussion. De quoi tu as envie? C'est quoi tes désirs? C'est quoi tes besoins? Y a-t-il des choses que tu te permets pas de me dire ou que tu te permets pas de faire que tu aurais envie, tu sais? Ça peut être sexuel, ça peut être avoir d'autres relations, ça peut être vouloir flirter dans un bar, ça peut être vouloir frencher un soir quand je suis en vacances, on fait un threesome, tu sais, ça peut être n'importe quoi, mais de faire... On réprime tellement souvent nos besoins puis nos envies, alors que ces conversations-là sont risquées. Il y a une part de risque, tu sais. Mais il y a aussi le risque que ça se passe bien. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que c'est si dur pour autant de gens d'amorcer ces conversations-là? Bien, parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas... Parce qu'on nous a appris la jalousie d'une façon, on nous a appris le concept de fidélité d'une façon, alors que je pense que tout ça se repense. Puis ça prend du travail, ça demande du travail sur soi. C'est pas toujours facile, là, c'est pas... Puis les modèles non monogames sont pas nécessairement mieux, dans le sens que il y a des bouts de garnotte, là. Il y a des moments difficiles, c'est pas des modèles plus parfaits. Mais moi, ce que je voulais surtout aussi, c'était si tu es monogame, j'ai absolument rien là, contre la monogamie, entendez-moi bien, mais je veux que ça soit un choix. Je veux que tu aies évalué toutes les possibilités. Tu sais, moi, avec le documentaire, je voulais faire voici l'éventail de ce qui existe en 2024, ce qui est en mouvement, puis tout ça, ce qu'on repense. Si tu as évalué tout ça, si vous avez vu tout ça, puis vous faites « Hey, ouais, moi,
vraiment la monogamie qui me convient, puis qui comble mes besoins, puis tout ça, parfait. Moi, j'en veux, pas que j'en veux, mais je trouve ça poche de prendre, genre, le modèle traditionnel juste parce que c'est ça, puis pas le questionner, puis pas questionner ses besoins là-dedans, puis juste faire, ben c'est ça, être en couple, puis c'est ça. Puis tu fais, ben non, tu sais. Puis quand tu décides de prendre le risque, tu sais, moi, j'ai ouvert mon ancienne relation 2 semaines avant qu'on se marie. Wow, tout un leap of faith. J'avais bu. Ah. Mais, C'est pour ça la bouteille de vin dans le documentaire, là. mais tu sais, je veux dire, j'y ai dit, j'étais comme, je t'aime, je veux te marier. Tout ça faisait du sens. Pour moi, j'avais envie d'être avec elle et tout ça. Puis j'ai juste regardé et j'ai fait, je peux pas coucher toute ma vie avec la même personne. C'est comme me dire, mange du spaghette tous les repas, tu sais. Je suis comme, je sais que je peux pas. Puis là, elle m'a regardé, mais elle a fait, hey, moi non plus. J'étais genre, oh my God! Oh, que je te marie encore plus! Puis après ça, ben, tu sais, c'est ça, on s'est mariés, puis après ça, on a ouvert cette discussion-là de faire, ben, OK, toi, comment t'imagines ça? De quoi toi, t'as envie? C'est quoi tes sensibilités là-dedans? C'est quoi les miennes? Ah, ça, je pense que c'est ma limite parce que. Puis finalement, tu sais, tu commences avec plein de règles, puis là, au fur et à mesure, tu sais, c'est ça aussi, c'est que ça se définit dans le mouvement, dans l'évolution, dans. Il y a des choses, des fois, que tu dis, ah non, ça, je suis trop sensible, puis ma limite est là. Puis finalement, 6 mois plus tard, tu fais, hey, finalement, je m'en calisse. Genre, c'est correct, j'ai réparé cette affaire-là, je me sens sécure avec toi, puis. Fait que ça évolue, tu sais. Je veux dire, on a scrappé plusieurs règles là, au fil du temps, puis, tu sais, fait que le modèle bouge, puis, tu sais, puis c'est ça, il y a plein de. On pourrait en parler vraiment longtemps, là, mais tu sais, je pense que. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau juste de savoir que j'ai la liberté, qu'on prend la liberté de construire ce qui nous convient à nous, tu sais, pas ce qui convient aux autres. Et ça maintient un canal de communication aussi. Vraiment. Puis pour vrai, là, je vous le dis, là, femme d'expérience. Là. Mais, tu sais, il y a des choses quand même que j'ai constatées en le vivant, tu sais, puis un des grands constats que j'avais fait, c'est pour vrai, là, tu sais, quand tout le monde est respecté dans le deal, quand, tu sais, les sensibilités de tout le monde sont entendues, puis tout ça, puis que c'est clair. Tu sais, moi, les premières fois que je suis allée voir ailleurs, c'est fou comment j'aimais plus ma blonde. C'est fou comment j'avais hâte de la retrouver, puis j'étais comme, hey, à quel point cette fille-là m'aime pour me faire cette confiance-là, tu sais. Puis ça faisait juste grandir l'amour, tu sais. Tout le monde pense que tu fais, ah non, ça va nous éloigner, ça va nous séparer. Si ton couple va pas bien puis que tu penses que la solution, c'est ça, tu sais, l'enfant, c'est pas la solution non plus, là, tu sais. Comme, ça se peut que ça pogne le clos, là. Mais si c'est fait sainement puis que tout le monde se sent respecté, il y a vraiment des choses qu'on découvre là-dedans qui nous sortent de ce dont on est habitué. Puis même la notion de jalousie, puis tout ça, tu sais, tu fais... Tu sais, moi, honnêtement, je ressentais beaucoup de ce qu'on appelle la compersion. C'est-à-dire? La compersion, c'est comme... c'est pas tout à fait l'empathie. Tout le monde la ressent dans sa vie, là. On peut la ressentir pour un ami, pour plein de monde. Mettons, ton chum a une promotion au travail, puis t'es super content pour lui. Tu sais, c'est ressentir de la joie puis un vrai bonheur que l'autre vive des belles choses, tu sais. Fait que... Puis ça, c'est possible dans une relation aussi, tu sais, genre, dans une relation... On le souhaite, en tout cas. Oui, mais c'est possible sexuellement, tu sais. Je veux dire, moi, j'étais sincèrement heureuse pour mon ex-partenaire de savoir qu'elle avait une sexualité plus épanouie, par exemple, ou de savoir qu'elle était aimée de quelqu'un d'autre, tu sais. J'étais comme, man, c'est hot, là. Ça moi, alimentait... Puis oui. quelqu'un d'autre prend soin d'elle aussi, puis l'aime... J'étais comme tellement contente pour elle, tu sais. Puis je sais qu'elle a partagé ça aussi. Fait que quand tu te lances, tu ne sais pas que tu vas ressentir tout ça, mais ces choses-là existent, tu sais, puis tu les découvres, puis tu fais « Oh, c'est pas mal plus le fun, je trouve, tu sais. »
Je t'amène sur ton autre série documentaire, Histoire de Coming Out, Oui. où tu es allé rencontrer des personnes de la communauté LGBTQ+, connues ou non, leur entourage également. Et ça a été présenté en 2021 Ouais, 21. sur TVA, je pense. Ouais. C'était récemment la Journée internationale du coming out, le 11 octobre. Avec cette série-là, tu as reçu beaucoup de retours. Ouais. Ça t'a permis de constater que il y a vraiment un véritable pouvoir dans les histoires, dans raconter des histoires. Ouais. En fonction de ces témoignages que tu as reçus, là, comment tu décrirais que ces histoires ont pu inspirer d'autres personnes à se poser des questions? Oh mon Dieu, mais on dirait que je m'attendais pas à avoir tous les messages que j'ai eus. Tu sais, je pense que tu sais, la force du témoignage est immense dans la vie, là. Je pense qu'on a tous été témoins de témoignages qui nous ont aidés, qui nous ont changés. Puis ouais, je voulais faire cette série-là par souci d'archives un peu, parce que quand je faisais des recherches sur les histoires de coming out et tout ça, j'en trouvais pas, à part, tu sais, 2-3 influenceurs qui avaient fait une capsule, mettons, sur YouTube, qui racontaient leur coming out. Mais il n'y avait rien de plus, tu sais. Puis je me disais, voyons, ça se peut pas. Fait que je voulais documenter ça, tu sais. Au nombre de coming out qu'il y a eu. Ben, exact. Puis je voulais qu'au Québec, on ait cette matière-là de faire, oui, il y en a, puis voilà, quelques histoires. Puis, tu sais, pour vrai, c'était bouleversant, là. J'ai tellement pleuré, là. Genre, tu sais, je recevais... Tu sais, j'ai eu des mères qui m'ont écrit grâce à toi, à la série, je comprends mieux ma fille. J'ai eu des gens qui m'ont dit, j'ai vu la série, j'ai fait mon coming out. J'étais comme, oh my God! Mais, tu sais, c'est ça, je voulais aussi que les gens soient heureux, tu sais, que les gens soient eux, elles, qui puissent vivre de façon la plus entière possible, tu sais, même si c'est tough puis c'est vertigineux des fois, dépendamment du contexte, de l'éducation que tu as eue, du milieu dans lequel tu es. Tu sais, je veux dire, on a tous des réalités différentes par rapport au coming out, puis des opinions différentes aussi. Mais ouais, ça m'a vraiment bouleversée. Tu sais, j'ai eu l'impression de faire œuvre utile avec ça, puis c'était ce que je voulais vraiment. Est-ce que tu te nourris de ça pour tes projets professionnels, personnels? Ouais, beaucoup. Ah ouais? Ouais, beaucoup. Ben, en fait, tu sais, ma job principale, c'est actrice, tu sais, puis dans cette job-là, mon Dieu, on dirait que je m'en vais genre sur le chantier. À cette job-là, là, mon Marcel! Mais dans ce métier-là, dans cette vocation, Avec dans cet abandon au avec Dieu le du petit jeu. le petit accent de l'école. là, Oui, en un plus. petit accent normatif. Non, mais dans ce métier-là, tu sais, j'observe énormément. Tu sais, puis je pense que tous les artistes font ça, tu sais, autant en humour que, je veux dire, on essaie d'être des témoins de notre époque. Puis tu sais, moi, ma job, c'est observer les êtres humains. Très concrètement, là, dans le métro, dans tout ça, puis écouter les gens, essayer de comprendre ce qui se cache derrière, ce qu'ils disent pas. Puis tout ça m'aide à construire des personnages en vie. Mais ça fait aussi que j'ai l'impression d'avoir une sensibilité sur ce dont on a besoin ou ce qui manque, tu sais. Puis avec mes documentaires, c'était ça que j'essayais de faire, tu sais. Puis là, il y a un prochain sujet qui m'intéresse beaucoup, que je suis comme... Ça, on n'en parle pas, puis il faut faire changer la loi. Puis je suis comme, je pense que je vais m'y atteler, là, ça m'excite. Peux-tu en parler ou il est trop tôt? Ouais, pour vrai. J'ai un petit gin dans le corps. Ouais. Si je peux chanter une tourne de karaoké tantôt. OK, oui. Ça commence à 9h30, 10h. Non, mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans la pluriparentalité et dans repenser le modèle de famille. Et en Ontario puis en Nouvelle-Écosse, ils reconnaissent qu'il peut y avoir... Un troisième parent. Un troisième parent est reconnu légalement. Puis ici, on n'a pas ça. Puis ça me gosse bien gros qu'on n'ait pas ça.
Fait que ça se peut que je me mette sur le projet. Là. Je te donne un cue. La coalition des familles LGBT+, Oui. est Oui, oui. en, Mais je est en sais procès qu'il y a en des- ce moment pour Oui, faire exact. changer ça. Oui, oui, je suis au courant Oui. aussi. Fait que peut-être que j'aurais pas besoin de le faire. Peut-être que ça va se faire avant, puis I wish. Là. Non, mais il y aurait quand même matière à peut-être documenter le parcours de ça, créer des archives, ce que tu Oui, disais mais tantôt. ne serait-ce que... Tu sais, moi, dans Amour libre, j'en ai rencontré des familles à trois, par exemple, tu sais, des trouples qui ont eu un enfant et tout ça, qui habitent les quatre dans la même maison. C'était fabuleux, l'amour qu'il y avait sous ce toit-là, tu comprends? Tu sais, je trouve qu'on a besoin de voir que ça existe, parce que ça existe plus qu'on pense. Puis, ils sont malheureusement marginalisés, mais moi, je trouve que c'est des modèles qui semblent même presque plus intéressants, tu sais. Il y a quelque chose, en tout cas, qui pique ma curiosité, puis où, genre, l'enfant, là, il est bombardé d'amour, tu sais. Puis tu fais, ben non, il n'y en a pas de conséquences pour l'enfant, tu sais. Entre ça, puis faire un enfant sur un coin de table pendant que, finalement, un des deux parents décide de décalisser puis pas prendre ses responsabilités, je me demande bien c'est quoi qui est mieux, tu sais. Fait que ouais, ça m'intéresse, au moins qu'on les voit, tu comprends? Au moins qu'on voit que ça existe, puis que peut-être que ça... Oui, on ne fera pas l'autruche, là, ça existe. T'sais. Oui, exact. Mais tu sais, peut-être que ça peut justement susciter des conversations. Puis moi-même, j'ai dit ces conversations-là, puis ces réflexions-là, puis moi-même, je suis bousculée là, sur ma conception des choses. Tu sais, ça demande un effort là, de déconstruire, puis de... Mais je pense que c'est payant. Mais justement, tu parles de déconstruire, bousculer. Tu sais, dans cette cause-là, plus spécifiquement, ben, si la loi a changé, il y a deux options. Les tribunaux, qui est emprunté en ce moment, ou Ouais. un changement instigé par les politiciens. Oui, exact. Comment, toi, tu vois que l'art pourrait avoir un impact pour toucher ces politiciens-là? Parce qu'on dirait que des fois, ils sont comme des robots, là. Ouais. Ben, il faut d'abord qu'ils viennent dans les salles de spectacle. Il faut qu'ils viennent au théâtre. Il faut qu'ils viennent voir ce qui se passe. Parce qu'il y a des paroles fortes, il y a des choses hyper intéressantes qui se font. Puis tu vois, j'ai eu une petite bribe de ça pendant le show avec Safia Nolin. OK. Tu sais, dans le spectacle, c'est moi, Safia, puis un chœur de 21 personnes qui chantent toutes les insultes qu'elle a reçues sur Internet. En fait, le tiers, parce que pour vrai, à la quantité qu'ils ont, on pourrait faire 3 shows. Ouais. Mais il y a un de mes amis qui est venu, qui est comme le bras droit de Valérie Plante. Puis dans le spectacle, il y a un enregistrement audio d'une conversation qu'elle a avec un policier qui est complètement infantilisant et qui l'aide pas pantoute, là. Puis c'est vraiment débossant et inquiétant. Puis il y a aussi, les images circulent de tous les graffitis qu'il y a eu sur elle dans la ville, tu sais. Et mon ami, quand il est sorti, il est venu me voir, puis il était comme... Et la ville était pas au courant de tout ça, là. Puis, pour vrai, il faudrait enquêter sur cette police-là, puis il faudrait... Les graffitis, on savait pas, puis il dit, on a vraiment l'air pas super, là. Mais c'était comme positif, tu comprends? Il nous critiquait pas, nous. Il faisait, oh, faut que ça change, tu sais. Puis là, ils ont comme une conversation, genre Messenger avec Valérie puis la gang. Puis il leur a comme écrit, genre, la gang, faut voir ça, faut faire quelque chose avec ça, tu sais. Fait que je sais pas s'il y aura une suite ou tout ça, mais je me dis, peut-être qu'on a semé quelque chose puis changé, tu sais, peut-être que ça va changer pour, je sais pas, aider à conscientiser envers toute cette haine qu'elle a reçue, là. Donc, on appelle à tous les élus à aller dans les salles de spectacle. Oui, mais vraiment, tu sais, parce que les artistes prennent des paroles fortes, puis c'est important. Puis encourager la culture, là, je veux dire, les crises de coupure, ça, m'a me fâché! Oh, t'as vu, j'ai sacré! Mais oui, je veux dire, c'est la base, la culture, là, tu sais, comme c'est... Fait que, ouais, allez, intéressez-vous à ce qui se passe, puis peut-être que ça ouvre des dialogues, en tout cas. Alors, pour les élus, mais aussi le grand public qui voudrait te voir prochainement, surtout le public qui voudrait te voir prochainement.
Écoute, ben là, ça a été annoncé la semaine passée. Novembre-décembre, comme à partir de fin novembre et décembre, je fais la tournée de Noël de Pierre Lapointe avec lui. Je vais aller chanter des tunes de Noël avec Pierre, plein de bonhommes de neige. Hey, je capote. Je suis tellement contente qu'il m'ait demandé. J'alterne avec Guylaine Tremblay. Fait que je fais pas Montréal, Québec, Saint-Eustache. C'est Guylaine qui les fait. Et il y a Lumière aussi qui est là, tous les spectacles. Donc, on est des artistes invités. On vient faire quelques chansons. Je fais comme 9 shows avec lui. Puis, sinon, Surveiller et Puni, le show avec Safia, pour l'instant, on va en novembre à Ottawa. Si vous voulez faire un petit road trip, là, dans la capitale. Dans la capitale, dire bonjour à Justin, qui une arrache ces jours-ci. Donc, on va à Ottawa, mi-novembre. Après ça, on va à Paris. Puis, si vous voulez, là, venez. Ils ont de la bonne baguette, il paraît. Puis, après ça, à Québec, au mois de février. Puis, ouais, beaucoup de projets qui sont comme sur le rond, là. J'ai-tu vu aujourd'hui que ça a été annoncé que tu allais être à la télé au mois de décembre, en plus de fureur, chanter, danser. Ça va être moins ça. Oh, ça va être haute tabarouette. Hey, je capote. Écoute... T'es jamais allé, oui, là? Je suis allée. Ah, t'es allée. Il y a 4 ans, quand ils l'ont ramené, j'ai été dans l'équipe des filles. Écoute, je suis venue complètement dingo. J'étais genre... je hurlais. J'ai eu une mauvaise réponse un moment donné que je m'en veux encore. Je suis comme une erreur niaiseuse là, à cause du stress, tu comprends? J'étais comme, je connais cette toune, mais bref... Et là, ils m'ont rappelé pour être dans l'équipe des filles. Ils ont passé par-dessus ça. Ils ont passé par-dessus. Ben non, mentir. Puis, 7 décembre, en direct, il n'y a pas de rattrapage, La Fureur. Les shows en direct, c'est souvent ça. Fait que ça, j'ai hâte. Là, ça va être le gros party. Puis je pense dans l'équipe des gars, il y a... est-ce que j'ai vu... Il y a Mona. Mona de Grenoble, oui! Hein, c'est ça? Mona est là. Oh. J'étais comment ils l'ont mis avec les gars? Ouais. OK. Moi, j'aurais fait une troisième équipe non-binaire. Ah, ben oui. Tu diras ça à Véro. Ouais. OK, parfait. Je sais pas, il faut voir comment ça se joue. Mais tu vois, on était, il y a 4 ans, on était comme 8, puis on jouait 4 par 4, tu sais. Fait que tout ça pourrait s'alterner. Là, on est 5 par équipe. Fait que ça va être vraiment un party, là. Tu sais, ça, là, moi, je veux dire, je suis la seule à vouloir que ça revienne tous les vendredis. C'est... Oh, on a eu des petites réactions dans la salle. Oui. Oui, j'adore. Fait que, ouais, je vais faire ça. Puis, ouais, toutes sortes de trucs, des projets pour la suite que je suis en train de créer. Bien, merci beaucoup, Déby, merci à d'être toi. revenue. Déby Linchwatt, actrice. Il nous reste une dernière invitée. On s'en va la rejoindre à l'instant. C'est le retour sur scène de la formidable Kamala Macrel. Allô! Bonsoir, Kamala. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement? Physiquement, grands cheveux noirs, grandes boucles, ongles scintillants, jumpsuit rose saumon, comme si c'était encore l'été, parce que c'est encore un peu l'été. Et des cheveux toujours aussi magnifiques. Merci. Je les adore. Alors, Kama, qui est ici avec nous pour jaser de littérature. Oui, des livres. On veut plus de livres. Alors, mais d'abord, juste avant qu'on parle de livres, j'aimerais qu'on parle un peu de ton été, parce qu'on ne t'a pas encore parlé depuis la fin de la première saison. Comment ça s'est passé? Ben, très, très bien. J'étais en recherche, création, production. Oui. Je reviens de Gatineau. Je viens tout juste de faire la première de mon nouveau spectacle, Mon corps et le Kalapani, qui est un spectacle de poésie et de danse ensemble. Félicitations. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Je suis très, 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 très heureuse de cela. Et là, je suis en montage pour une expo. J'ai un solo au quai 5160, la Maison de la Culture de Verdun, qui ouvre ce samedi. Donc, bel automne, bel été, bel automne, bel art. Et c'est jusqu'à quand l'exposition? Jusqu'au 15 décembre. Au 15 décembre. Et le spectacle que tu es allé faire à Gatineau, c'est ça? Est-ce que ça part en tournée? Est-ce qu'on va pouvoir le revoir? Pour l'instant, j'espère. Oui. On est censé pouvoir le revoir, mais les dates que je ne peux pas encore annoncer. Donc... On aura l'occasion de l'annoncer à nouveau quand ce sera confirmé, Kamar.
Alors, comme c'est la première fois que tu viens à l'émission cet automne, on a voulu parler de la rentrée littéraire 2024. Rentrée assez faste quand même, beaucoup de nouveaux livres. Tu en as sélectionné quelques-uns pour nous. Par lequel veux-tu commencer? Oui, bon, je tiens à dire, je vais présenter 5 livres parce que je voulais donner un aperçu de différents types de lectures, différents types de livres, qui sont sortis récemment, mais il y a aussi beaucoup de littérature. Je pense que la communauté LGBTQ+, franco-québécoise et franco-canadienne produit quand même de la très très belle littérature. Mais je vais parler uniquement de 5 livres aujourd'hui parce qu'on est limité dans le temps et je suis limité dans mon temps de lecture. Je vais commencer avec Léa Murat-Ingles qui a publié Les rythmes de la poussière, qui a été publié aux éditions de Remue Ménage, dans la collection Les Martiales, qui est une collection dirigée par Stéphane Martelly, qui est prof à l'université de Sherbrooke. Et en fait, elle accompagne des femmes noires dans tout le processus de conception, d'écriture, et elle leur offre un mentorat qui ramène jusqu'à la publication. Et Léa Murat-Ingles donc publie dans ce contexte. Elle est doctorante en littérature à l'université de Sherbrooke et ses travaux portent principalement sur la littérature haïtienne au Québec, l'afrofuturisme, l'intelligence artificielle et l'utilisation des archives dans la recherche-création. Donc, son livre, juste le titre, pourquoi? Les rythmes de la poussière. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, Les rythmes de la poussière racontent un futur dystopique. On est en 2045. Et il y a une jeune femme qui vit recluse dans un Montréal qui est ravagé par la pollution, des coupures d'électricité et des pandémies. Donc, elle est seule avec son chien, son chat, Nelson. C'est parce que j'ai un chien. Et quelques fantômes, une boîte d'archives laissée par sa grand-mère immigrée d'Haïti dans les années 1960. Et là, elle doit déposer ses souvenirs familiaux dans une plateforme généalogique contrôlée par une intelligence artificielle. Tout en travaillant sur sa maîtrise, portant sur les archives des communautés noires, elle découvre en fait, à travers ce récit, le rôle crucial de la matérialité des corps et des mémoires dans la transmission d'une histoire collective et intime. C'est un primo-roman, c'est son premier roman. La forme est très hybride. Elle mélange à la fois fiction afrofuturiste, réflexion sur l'histoire, pour un peu illustrer les tensions entre la préservation de l'héritage et de la technologie. L'écriture est très intéressante parce qu'il y a tous ces documents d'archives qui ressortent à travers l'écriture. Il y a des moments qui sont un peu plus comme de l'essai, mais ça reste un récit. Dirais-tu que c'est ça qui t'a accroché le plus? La forme, le background un peu académique? Pour moi, c'est à la fois la forme, mais aussi cet engagement avec l'histoire noire. C'est la matérialité d'une archive noire. Et cet aspect afro-futuriste, c'est l'afro-imaginé du futur. Donc ça, c'est le premier roman, Les rythmes de la poussière, par Léa Murat-Ingles, qui est aussi, je tiens à le dire, finaliste en ce moment pour le prix Caroline Dawson, la première édition du prix Caroline Dawson décerné par Radio-Canada. Oui, et d'ailleurs, j'ai un petit scoop pour Léa Murat-Ingles. On a un projet de capsule qui s'en vient pour l'hiver et elle fera l'objet d'une capsule. Oui, voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais quand même, un petit teaser, ça se place bien. Super. Oui. Alors, deuxième livre? Deuxième livre, on change de registre maintenant. On va dans quelque chose qui est un peu plus classique. Donc, c'est le dernier roman de Pierre Sanson, L'Irréparable, publié chez Héliotrope. Pierre Sanson, auteur quand même très connu au Québec depuis mi-années 90. Je pense qu'il a une dizaine de livres qu'il a publiés à son compte. Son dernier roman, Le Mammouth, était sorti en 2019 chez Héliotrope. Ça a fait quand même un tabac et c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué. Donc là, je me suis dit, plongeons dans le nouveau roman. Alors, l'histoire, dans L'Irréparable, c'est Eugène Roland, qui est historien et chargé de cours dans une université montréalaise et qui se spécialise en paléographie, c'est-à-dire l'étude des écritures manuscrites anciennes. Il se sent un peu, le mot utilisé dans le livre, comme un vestige du passé, un dinosaure dans un monde en constante évolution. Un vieux schnout. Quelqu'un qui ne suit pas le rythme, c'est ça? Qui ne suit pas la POC, oui. Et donc, à l'aube de ses 60 ans, ouvertement homosexuel,
Eugène, lui, n'a jamais retrouvé le goût de l'amour parce qu'il a perdu tragiquement son premier compagnon qui était décédé du sida à la fin des années 80. Donc maintenant, il vit une espèce d'existence très marquée par l'amertume. Cette, je cite, artefact poussiéreux végète dans un confort teinté de regret. Et là, il y a la nouvelle directrice de son département à l'université qui décide de l'écarter pour mieux répondre aux besoins de la clientèle universitaire. Et Eugène Roland se sent trahi. Et là, il est convaincu d'être victime d'une injustice et il se lance dans une enquête. Et je laisse la suite pour la lecture. Je tiens à dire, je recommande ce roman. Oui. N'empêche que c'est une écriture très particulière. L'écriture est très soutenue. Les phrases sont longues, parfois très très longues, et la plume est laborieuse. C'est le texte est travaillé. Mais c'est ça, j'allais dire. Déjà, le sujet, professeur à l'université et tout, j'allais te demander si c'est accessible comme livre. Tout est potentiellement accessible comme livre, c'est sûr. C'est sûr que je voulais parler de ce livre en particulier parce que je trouve qu'on parle souvent du contemporain, du queer, de l'écriture éclatée. Et là, je voulais quand même ramener une écriture d'un auteur d'une autre génération qui a une plume qui est laborieuse. Tu sais. Est-ce que je peux vous lire une phrase? On va avoir un exemple de ce que tu dis. Il se questionne. Curieux de savoir si le vieillissement n'est pas en partie responsable de cette proscription des esprits jugés indésirables, parce que fruit d'une posture intellectuelle funeste pour les cervelles, comme si elles avaient été emprisonnées dans un corset étouffant toute liberté, ou la moindre fantaisie au nom de cette satanée rigueur qui a dicté la conduite de sa carrière. Ça, c'est une phrase. OK? Donc, tout juste pour... Mais je sais qu'il y a aussi... Tu sais, il y a un public... Ça veut dire... Attends, tu peux ouvrir ton micro? Il est pris dans le fait qu'il est vieux jeu. Ouais, mais il y a aussi des touches d'humour. Okay. Je veux dire, il y a des moments où je suis du genre, tu sais, si tu passes à travers le langage, tu es du genre, qu'est-ce que c'est cynique et marrant au même moment. Donc il y a quand même des petites perles comme ça là-dedans. Mais c'est une très belle plume. L'Irréparable, donc, de Pierre Sanson. Héliotrope, c'est ça? Chez Héliotrope. Troisième livre? Troisième livre, je vais vous présenter un peu de poésie, parce qu'il faut toujours parler d'un peu de poésie. Mais tu en écris de si belle poésie qu'avoir. Et là, c'est un recueil qui est paru chez Triptyque, Virginie Savard, Rituel de rien. Donc, Virginie Savard, poète qui avait écrit Forme subtile de la fuite chez Triptyque en 2020. Et ensuite, Les Deuils transparents aussi chez Triptyque en 2022, qui a été finaliste au prix du gouverneur général. Donc, son troisième recueil, Rituel de rien, parle de rituels inutiles. Tu sais, de ces choses qu'on fait dans le quotidien. C'est un peu comme des recettes, tu sais, mais qui ne servent vraiment pas à rien, mais qui nous donnent quand même quelque chose à faire et dont on a besoin quand même pour mettre de l'ordre dans le chaos de nos vies. Donc, chaque poème est un peu comme une recette qui est offerte, qui est une espèce de geste performatif qui nous dit « faites ça », tu sais. Et même si c'est censé être des rituels de rien, c'est censé être, entre guillemets, inutile, moi, je trouvais que ça m'a fait beaucoup de bien, cette lecture. Ben, je te dirais que tu en parles, il y a un gros sourire sur ton visage. Non, mais j'ai vraiment l'impression que ça t'a apporté une légèreté. Ouais, ben, tu sais, parce que le livre demande... Tu lis chaque rituel, tu lis chaque poème, et souvent, comme la poésie le demande, il faut que tu t'arrêtes. Peu importe ce que c'est, la poésie, ça te demande de ralentir, ça te demande... un espace. Voilà, ça te demande une présence et une forme de méditation. Donc, pour moi, je trouvais que ça m'a permis de respirer, de survivre. Est-ce que tu as des exemples de rituels de rien? Est-ce que je peux? Oui. C'était la même question que j'avais début parce que j'étais comme... J'en ai deux. Donc, le premier, pour faire partie d'une communauté, empruntez une voiture, évaluez le pire moment pour le trafic, conduisez jusqu'à son centre, vivez le bouchon de circulation comme une expérience collective. Considérez la coïncidence de toutes nos trajectoires. Baissez votre vitre, saluez les conducteuristes adjacentes, demandez-leur ce qu'elles ont fait de leur journée pour arriver là en même temps que vous. Vous recevrez des regards confus.
C'est bon. Assurément. C'est sûr que ça va être de la confusion. Et l'autre, pour obtenir un certificat en art multidisciplinaire. Il fallait que je le partage, celui-là. Asseyez-vous à côté de quelqu'une sur un banc de parc. Demandez-lui d'assigner des prénoms aux chiens-chiennes qui passent. Sentez vibrer sa voix dans le siège. La basse doit piétiner le bois du dossier. Renversez la tête vers l'arrière. Trouvez le ciel entre les branches. La lumière est trop belle pour la saisir avec mon téléphone. Pas le choix de la regarder dans les yeux. C'est Wow. doux. Et aussi, ça, je dirais, parce que souvent, on dit que la poésie, c'est pas accessible, que tout le monde ne veut pas lire la poésie, etc. Si vous voulez lire un recueil de poésie, je le recommande fortement. Ah, j'adore ça. Tu sais, semble les plus- perspectives que ça donne sur des choses ultra quotidiennes. Mhm. J'ai l'impression que tu peux prendre ça puis vraiment les apporter avec toi au parc pour vrai. Puis le vivre, le Et livre. le faire. C'est ça. Puis c'est vrai qu'on essaie de poser coucher de soleil, puis ils sont jamais beaux, on dirait. T'es comme, Toujours voyons. décevant. C'est toujours décevant. Ouais. T'es comme, on l'a regardé. Exactement. C'est- Ouais. Je trouve ça beau. En tout cas, ça semble, je ne veux pas poser un jugement, mais plus accessible que l'irréparable, juste avant. Tu trouves? Même si c'est de la poésie, là. En tout cas, bref, excellente Ouais, suggestion. bonne suggestion. Ouais, merci. Prochain livre? Prochain livre est de Nour Simon, publié aux éditions du Noroît, qui s'appelle Hawal, ou Le privilège de la beauté. Alors, celui-là, donc Nour Simon, tout juste pour le contexte, est une artiste non-binaire, multidisciplinaire, qui œuvre en musique, en art visuel, en poésie et en toute forme d'art hybride et queer. J'avoue que moi, personnellement, Nour Simon est une artiste que j'admire depuis quelques années. J'ai vu ses œuvres interdisciplinaires, visuelles, ses partitions visuelles de musique, par exemple. Son premier recueil, L'amour des oiseaux moches, aussi publié au Noroît, a été finaliste du prix du gouverneur général et du prix Émile Nelligan. Donc là, elle nous vient avec Hawal. Ya Hawal, s'exclamait la grand-mère de Nour, sa téta. Une expression usuelle dans leur communauté égyptienne copte, bien qu'elle signifie ma tapette. À travers l'apprentissage de la langue de sa famille paternelle, l'autoriste découvre que cette expression réfère aussi à des danseurs habillés en femmes sous l'occupation ottomane au XIXe siècle. L'imaginaire de Nour Simon s'illumine devant les photos de ses ancêtres queer, puis de la connexion étrange avec son enfance passée dans Ville-Saint-Laurent. Le livre est un énorme tome qui fait 475 pages et il est un beau tome, il est lourd, il est expansif, il est rempli de couleurs, de poésie, de récits, de partitions musicales, de screenshots de discussions sur Facebook et des commentaires sur Facebook, des photos d'archives, de l'art visuel, d'anciennes recettes égyptiennes, des essais, mais c'est d'une générosité, c'est un livre qui est d'une générosité, il est expansif et aussi, tu sais, Solomon aussi, c'est aussi un bel objet. Tu sais, c'est pas, oui, les livres, il y a les livres à lire, mais ensuite il y a des livres qui sont beaux. On veut l'avoir dans la bibliothèque, là, c'est ça? Ouais, on veut vraiment le tenir entre ses mains. Moi, je sens que c'est un livre que je devrais relire et relire et relire et relire parce qu'il y a tellement il est tellement généreux. Ce livre, c'est vraiment un grand cadeau. Couverture vive, hein, jaune, Ouais, c'est ça? vert pomme. Ouais, donc il y a des peintures dedans, il y a des photos d'archives, il y a toutes sortes de trucs. Et j'ai pas ramené le livre parce que c'était trop lourd pour mon sac, mais j'ai quand même photocopié une page que je voulais vous lire Vas-y. sur. Ça s'appelle La transidentité comme une force spirituelle, la page 139. Être Hawal comme une force spirituelle. Danser, agiter les anges, breloques d'or, piercettes d'argent. Danser, seul, maquillé de colle pour soi-même, comme une force spirituelle. Danser, comme une force spirituelle. Être Hawal, comme une euphorie de genre. Wow. Nour
Nour est d'une grande éloquence. On a essayé de recevoir Nour à l'émission cet automne. OK. Malheureusement, il est à l'extérieur. Elle était à l'extérieur du pays OK. pour un projet. Mais on est en contact OK. parce qu'à son retour à l'hiver 2025, on aimerait beaucoup, beaucoup pouvoir parler de ça. Parce que moi, ça fait quelques mois là, que je savais que ce livre-là s'en venait. Et puis, c'était quelque chose que je voulais vraiment dont on parle. Donc, j'apprécie beaucoup cette belle introduction que tu nous as faite ce soir de ce livre-là. Ah, il est extraordinaire. J'espère que ça va fonctionner en 2025 de recevoir Nour. Et le dernier livre. Et le dernier livre est le livre de Gabrielle Cholette, Le Street Park. J'ai adoré son premier livre. Ben, je ne sais pas si c'était son premier, mais l'autre d'avant, Les Carnets de C'était son l'Underground. premier, le Carnet de l'Underground, Ouais, publié en 2021 dans la collection Queer aux éditions Triptyque. Donc, le Street Park, aussi dans la collection Queer, donc forme hybride. C'est un genre de roman d'autofiction où on rencontre un personnage qui est un Gabriel j'imagine que c'est le premier été de la pandémie. Donc, ce personnage, ce Gabriel, passe ses journées dans des skateparks. C'est donc ces espaces très hétéronormés où il y a une certaine forme de masculinité qui s'exprime. Et lui, il apprivoise ces espaces en photographiant, en fait, en prenant des photographies des skateurs et de l'espace. Et pendant la nuit, il se laisse à toutes sortes d'excès parce qu'en fait, pendant la nuit, les queers et les trans envahissent le skatepark du Myland. Celui sur Van Horn, là, c'est celui-là maintenant. À chaque fois que je passe à côté, En je suis dessous genre, du viaduc, là. ouais. Oui. Voilà, c'est celui-là. Donc, le ton change. Donc, alcool, drogue, musique, sexe, la fête prend le dessus. Forcément, on est en pleine pandémie, donc les policiers arrivent aussi le soir, tout ça. Et avec tout ça, en background, Gabriel rencontre un gars qui s'appelle Vivien, qui est un skateur, mais qui porte le même prénom de l'un de ses anciens amoureux, un homme violent qu'il n'a pas vu depuis 10 ans, mais qu'il n'a certainement pas oublié. Donc là, tout le livre est écrit en fragments, des courts chapitres non linéaires, où on passe de ce qui s'est passé dans la journée au skatepark, de ce qui se passe la nuit, des souvenirs du passé de notre personnage, ou à l'intériorité du personnage. Et en tout ça aussi, il y a aussi des photographies qui sont vraiment les photographies que Gabriel a prises dans le skatepark. L'écriture est très, très contemporaine, très queer, très assumée. Tu sais, tu as des bribes d'anglais non traduits, par exemple, là-dedans. C'est un livre qui se lit vite et qui se lit très bien, selon moi. Mais je dois dire que la partie qui est venue me chercher le plus dans ce livre, c'est la vulnérabilité qui s'y trouve, à la fois pour l'auteur et pour le personnage, puisque c'est de l'autofiction. Ça touche beaucoup à la violence familiale, la violence intime, l'ivresse, l'autodestruction, la domination, les relations toxiques. Mais tout ça en permettant un accès à l'intériorité du personnage. Je trouvais cette écriture d'une honnêteté et d'une vulnérabilité tellement, tellement percutante. Moi, je l'ai lu dès sa sortie et je dois dire, le livre m'a habité pendant des semaines par la suite. Et je pense que c'est vraiment cette vulnérabilité, cette subjectivité, cette forme de mise à nu par rapport à des sujets tellement difficiles. Moi, il m'habite encore, ce livre. De la manière dont on en parle, ça me semble vraiment s'inscrire dans la continuité des Carnets de l'Underground. C'était pas des photos, mais c'était des dessins. Ouais. La ligne du temps était aussi Ouais. un peu brisée. Ouais. Beaucoup, justement, de vulnérabilité, de souffrance, des fois par moment et tout. Dirais-tu que c'est vraiment un livre qui s'inscrit dans cette continuité-là? Je dirais que oui. Et je vais ajouter par contre que la fin du livre est rocambolesque. Genre, c'est la fin. Je vais pas dire, pas de spoiler, mais la fin du livre, j'ai eu des moments où j'ai dit genre quoi? Tu sais, ça devient quand même, c'est quelque chose. Ça ouvre sur autre chose. Et je trouvais ça très intelligent. Le Straight Park. Le Street Park de Gabrielle Cholette. Excellent. Et puis, au départ, tu devais nous... Oh! On a un petit chien dans la salle. C'est ça. Au départ, tu devais nous parler d'un autre livre, mais finalement, on le garde parce que la semaine prochaine, on reçoit son auteurice. Kev Lambert! Kev Lambert Nice. sera avec nous la semaine prochaine en entrevue pour parler entre autres de son dernier livre, Les Sentiers de Neige. Les Sentiers de Neige. Donc, il y a eu une grosse année, Kev Lambert. Donc, très hâte de pouvoir parler de tout ça avec Kev. Ouais. Kama,
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'en profite aussi pour dire qu'on va te retrouver le 27 novembre dans le cadre d'une émission spéciale littéraire qui aura lieu pour le Salon du Livre de Montréal. Alors, ça aura lieu ici, au Normandie, toujours un mercredi à 19h, mais l'entièreté de l'émission sera consacrée à la littérature et Kama sera des nôtres pour la durée de l'émission. J'ai très hâte. Merci. Mes remerciements cette semaine, nos invités Miss Dupré-Latour, notre humoriste Maxime-Ève Gagnon, deuxième invité Debbie Lynch-White et à la culture Kama Lamacrelle. Merci à tous les quatre. À la recherche cette semaine, Caroline Desmartins et à la technique, Chante Abralian. Nos interprètes en langue des signes, Catherine Langevin-Pépin et Daphné Pierre-Louis. Et comme toujours, derrière le bar, Dominique Séguin. Merci à l'appui financier de la Caisse d'économie solidaire à travers le Fonds d'aide au développement du milieu. Merci également à l'appui financier de la Société de développement commercial du village. Petite salutation à la gang de la Ligue de badminton Léger Bleu qui est dans la salle ici avec nous. Oui, Maxime, Debbie, amis de longue date. On a vendu beaucoup de fromage ensemble. Fromage, ça donne envie. Voilà, alors venez nous voir si jamais vous êtes curieuse de savoir comment ça se passe ici, mais aussi si vous voulez participer à la discussion post-émission qui va suivre à l'instant et qu'on enregistre pour nos abonnés Patreon. Donc, c'est l'occasion de poser vos questions aux invités ou alors de partager vos témoignages. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. C'est rendu mon compte personnel parce qu'on est bloqué par Meta. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Merci. Merci. Alors, vous pouvez rester sur scène, Kama.